Nous nous rendons en Amérique latine pour notre vidéo. Pour notre première affaire, nous allons voyager entre la Colombie et le Chili. Je vais vous présenter Juliana Andrea Aguirre Acevedo. Mais oui, faites toujours plus long avec les noms. Il est immense. Bref, Juliana Andrea Aguirre Acevedo. Déjà que j'ai un accent espagnol éclaté, faites encore plus long, ouais. Juliana est née en 1995 au sein d'une importante famille. Elle est la plus jeune d'une fratrie de 9 enfants, 5 filles et 4 garçons, dont Marta, Patricia et Mauricio. Ses parents se sont séparés après plusieurs années de relation. Sa mère reste au foyer et le père semble avoir disparu de la vie de ses enfants suite à la séparation. La famille réside en Andalousie, dans la vallée d'El Coca en Colombie. Au moment de notre récit, Juliana vit avec sa mère et une de ses sœurs. Elle travaille dur et elle obtient son diplôme de fin de lycée, ce qui sera l'équivalent d'un baccalauréat en 2014. Elle souhaite entreprendre des études à l'université, mais la famille Aguirre Acevedo est modeste. La jeune femme peut cependant bénéficier d'un système mis en place par le pays, le Sénat, qui est un programme de formation pour les futurs travailleurs. Les bénéficiaires de ce programme sont plus à même de trouver une profession d'importance à l'essor économique du pays, par exemple. Juliana va débuter une formation de comptable sans la mener à son terme. Je suppose qu'ici elle était orientée vers cette voie, mais qu'elle n'était pas forcément motivée pour celle-là. Elle avait sûrement des rêves et des projets, mais vous savez, des fois, quand tu prends certains choix au collège ou à l'université, c'est pas forcément ce que tu voulais faire de base. Disons qu'on l'a peut-être poussée dans cette voie et qu'elle n'était pas très motivée pour faire ça. Et cette situation, ça me rappelle des souvenirs. Je pense qu'on a tous vécu un truc à peu près similaire. Enfin, pour beaucoup en tout cas. Ouais, la conseillère d'orientation au lycée. Je peux vous dire qu'elle m'aimait pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je voulais être architecte, je me retrouve youtubeur. Et voilà quoi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez eu des mauvaises expériences avec votre conseillère d'orientation plus jeune. J'ai envie de savoir, je suis un petit curieux. Bref, Juliana fait la connaissance d'Edwin en août 2015. C'était un camarade d'école de Mauricio, le frère de Juliana. Donc Edwin est en quelque sorte une connaissance de l'entourage de la jeune femme. Ils apprennent à se connaître et ensuite ils se mettent en couple, sans pour autant que l'homme soit présent dans la famille de sa petite amie. Ici, je ne pense pas qu'il y avait spécialement une mésentente avec la famille Aguirre Acevedo. Peut-être que le couple se voyait ailleurs et entretenait leur relation en dehors du cercle familial. Edwin est le fils d'une enseignante reconnue dans le secteur. Cette dernière avait eu un autre enfant d'une autre relation amoureuse qu'elle n'avait pas gardée. Je n'ai pas énormément trouvé d'informations au sujet de son père, juste qu'il a travaillé dans le domaine médical ou un domaine équivalent. En août 2015, la jeune femme révèle ses fiançailles avec son petit ami Edwin. La famille Aguirre Acevedo ne connaît pas très bien l'homme de 25 ans qui partage la vie de Juliana. Il vient de la même ville qu'eux et cumule plusieurs emplois. En novembre 2015, Juliana confie à sa famille qu'elle et son mari ont pour projet d'aller au Chili. Ils avaient tous les deux besoin de quitter leur quotidien, et pour eux, ils auraient une vie meilleure là-bas. Edwin connaît des personnes qui se sont installées dans le pays, ce qui faciliterait leur installation. Les proches de Juliana ont à peine le temps de se faire à l'idée que le couple a déjà pris des billets d'avion pour Santiago. Juliana et Edwin s'envolent peu de temps après, direction la capitale chiléenne. Une fois arrivés, l'adaptation dans le pays est difficile, et en particulier pour Juliana. La jeune femme n'a jamais quitté sa famille auparavant, encore moins pour vivre dans un autre pays que le sien. Elle maintient le contact avec sa famille, et en particulier avec sa mère qui rencontrait de graves soucis de santé. Juliana trouve finalement un emploi de serveuse, ce qui permet de stabiliser sa situation. Le couple emménage au départ dans un appartement de San Pablo, avant de trouver un autre logement dans la rue Huerfanos au sein de la capitale chilienne. Les connaissances d'Edwin à Santiago ont permis au couple de rejoindre la ville et de s'établir. Le couple semble mener une vie plutôt confortable, maintenant qu'ils ont tous les deux un travail et un appartement en ville. Juliana et Edwin cherchaient de nouvelles opportunités de travail en quittant la Colombie, et ils semblent avoir trouvé leur équilibre. La jeune femme rassure sa famille. Elle maintient le lien via les réseaux sociaux et elle montre qu'elle est épanouie et heureuse. Le 6 mars 2016, un homme se promène à proximité du fleuve Mapocho, un fleuve qui traverse la banlieue de Santiago. Son regard est attiré par des sacs plastiques étranges qui flottent au bord de l'eau. En s'approchant, il a la désagréable surprise de trouver des membres humains. Les autorités sont prévenues rapidement et se rendent sur les lieux pour sécuriser la zone. La PDI, la brigade des homicides de la police d'investigation au Chili, doit identifier la victime afin que l'enquête puisse débuter.
Des photos de quelques éléments physiques de la victime sont diffusées. Son tatouage, ses bracelets, ainsi que la fleur dessinée sur ses ongles. À la suite de cette diffusion, une esthéticienne se manifeste. Elle a reconnu la pédicure qu'elle a réalisée sur une cliente quelques jours auparavant. La vérification est faite, il s'agit de Juliana Aguirre Acevedo, âgée de 21 ans. Les policiers chiliens se rapprochent des autorités colombiennes, car la victime était originaire de ce pays. Maintenant que la victime a été identifiée, l'enquête peut enfin débuter. L'examen du corps de la jeune femme permet de savoir que celle-ci a été étranglée, voire pendue avant d'être démembrée. L'adresse de la jeune femme est retrouvée rapidement. Les voisins de Juliana sont interrogés. La victime vivait en couple avec son conjoint, Edwin Vasquez, depuis quelques semaines déjà. Les voisins ont entendu énormément de bruit la veille de la découverte du corps, le 5 mars. Le son de la musique était très forte ce soir-là, dans l'appartement. Ils ajoutent que le couple de jeunes Colombiens se disputait régulièrement. L'appartement du couple est perquisitionné par la police chilienne. Les témoignages récoltés dans le voisinage laissent supposer qu'il s'agit de la scène de crime. Les doutes seront confirmés après avoir fait le tour des lieux. L'appartement est légèrement en désordre et la baignoire remplie de sang. La police se lance à la recherche d'Edwin, qui est devenu le principal suspect dans l'enquête. L'homme doit forcément savoir quelque chose sur le sort subi par la fiancée ou permettre d'orienter l'enquête vers le meurtrier. Les autorités se rendent dans le centre commercial où Edwin a un travail de serveur dans un restaurant. Le jeune homme n'est pas retrouvé. Il se rendra lui-même au commissariat quelques heures plus tard. Le procureur de l'affaire, Ricardo Pena, mène l'interrogatoire. Ce n'est qu'après plusieurs heures d'entretien avec le conjoint de la victime que ce dernier avoue les faits. Le témoignage de l'homme est sans appel. Il apprend à l'enquêteur qu'une dispute a éclaté au sein du couple. Une altercation bien plus intense que d'habitude sur fond de jalousie. Edwin n'a pas supporté cette situation et il a étranglé sa compagne à l'aide d'une sorte de lien, d'un câble ou d'une corde. Les avis divergent entre les articles de presse. Quand il a vu que Juliana était morte, il l'a déplacée jusqu'à la salle de bain. Ensuite, il va la démembrer dans la baignoire. Edwin va placer alors les parties du corps démembré de sa victime dans des sacs plastiques de supermarché suite à son acte. Il a dû faire 2 trajets pour se débarrasser des restes de Juliana au niveau du fleuve Mapocho en espérant peut-être les faire disparaître. Mais les morceaux de corps sont découverts quelques heures plus tard. Le procureur Ricardo Pena fait les macabres déclarations à la presse. Une amie de Juliana apprend la triste nouvelle par les réseaux sociaux. Elle tombe sur les photos du corps de la jeune femme. Elle voit le tatouage Juan David sur le poignet d'une personne. Quand elle voit ça, elle n'a aucun doute. Ce sont bien les photos de Juliana. La jeune femme l'avait fait en hommage à son neveu, décédé prématurément à l'âge de 2 mois. Elle le considérait comme son propre enfant. L'amie de Juliana se trouve dans une triste position, celle de devoir l'annoncer aux proches. La famille Aguirre Acevedo est dévastée en apprenant la disparition de Juliana. La nouvelle de la mort de la jeune femme n'est pas tout de suite faite à sa mère. Cette dernière a des soucis de santé depuis plusieurs années, situation que je vous ai brièvement exposée un peu plus tôt. La mère de la victime sort tout juste d'un coma suite à une thrombose ayant manqué de la tuer. Pauvre femme, et même pauvre famille. Ils ont dû retenir leur souffle pendant cet épisode avec la mère de famille. Ils ont dû avoir peur de perdre cette femme, et c'est là que tout d'un coup, ils apprennent le meurtre de la petite dernière. Déjà qu'il y avait des problèmes, là c'était beaucoup trop. Si tu peux t'attendre à perdre un proche à cause d'une grave maladie, et encore la souffrance est bien présente, tu ne t'attends pas à une annonce pareille. Le choc est juste horrible. Je me rends compte d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que les autorités ne préviennent pas d'eux-mêmes la famille de la victime. Je ne sais pas exactement combien de temps s'est écoulé entre la diffusion des photos du corps de Juliana, la découverte de son identité et la découverte des photos par son ami sur les réseaux sociaux. Même si le crime a eu lieu au Chili, à l'ère des réseaux sociaux, il est désormais plus simple de contacter l'entourage de la victime, même à plusieurs milliers de kilomètres. Avec l'arrestation d'Edwin, de nombreuses choses sont révélées. La confirmation est faite concernant les violences que Juliana a pu subir dans son couple depuis plusieurs années. La jeune femme s'était confiée à un ami concernant sa situation, sans forcément mettre au courant sa famille. Edwin se montrait plutôt contrôlant envers elle et il était relativement jaloux. Il y a également cette histoire de démembrement qui trouble les autorités. Le père d'Edwin aurait apparemment travaillé dans une morgue, en tout cas en contact de corps de personnes décédées, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ait découpé le corps de sa conjointe aussi facilement. Même si ce n'est pas tout à fait un argument, ici je n'ai pas l'impression qu'Edwin ait hésité sur ce qu'il devait faire suite au meurtre de sa fiancée. La dispute a eu lieu le soir, le corps de Juliana a été retrouvé le lendemain.
S'il ne savait pas tout à fait quoi faire au départ, il ne lui a fallu quelques heures pour se décider. Luz Osorio, la femme de Mauricio Aguirre Acevedo, se confie sur la situation de Juliana et sur l'annonce de son décès. Entre la santé fragile de la mère de Juliana et le décès de la jeune femme, la famille est dévastée. Elle indique avoir eu connaissance de ce que vivait Juliana dans son couple. La jeune femme était résignée à son sort et demeurait sous silence. La famille suspectait quelques agissements d'Edwin, sans que Juliana s'en plaigne ou semble chercher de l'aide auprès de ses proches. Martha Aguirre, une des sœurs de Juliana, s'exprime au sujet de sa sœur. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était fin janvier. Elle nous disait qu'elle était très heureuse, car elle et Edwin avaient trouvé un emploi dans un restaurant situé dans un centre commercial de Santiago du Chili. Patricia, une autre sœur de la victime, assure que Juliana parlait assez régulièrement à sa famille, par le biais de messages sur WhatsApp. Elle n'avait pas une mauvaise image d'Edwin, qui semblait aimable et aimait sa sœur. Elle savait qu'il y avait parfois des disputes, mais le couple parvenait à se réconcilier en privé. Une grande marche est organisée dans la ville où réside la famille de Juliana. Toutes les personnes qui se sont présentées pour l'événement étaient habillées de vêtements blancs et portaient une bougie. Il est question pour les proches de procéder au rapatriement du corps dès que possible. Un organisme d'État est approché dans le but d'aboutir à ce processus. Le corps de Juliana est rapatrié dans son pays le 15 mars 2016, soit 10 jours après la découverte de sa mort. L'avion transportant la dépouille de la victime atterrit à Bogota, où l'attend un important cortège funèbre. D'ailleurs, petite parenthèse ici, je vous vois venir, mon pseudo n'a rien à voir avec Bogota. C'est juste une coïncidence, je vous expliquerai plus tard. Bref, la jeune femme est enterrée dans le cimetière catholique de la ville où elle était originaire. Une veillée a eu lieu dans la maison des Aguirre Acevedo, réunissant la famille, les proches, les connaissances de la jeune disparue, ainsi que les autorités locales. Le gouverneur de l'Andalousie, Dilian Francisca, est présent. Juliana est accompagnée jusqu'à sa dernière demeure avec pas moins de 800 personnes. La famille est reconnaissante envers toutes les personnes qui ont pu apporter leur aide pour le rapatriement des restes de Juliana. Ils sont aussi reconnaissants pour le soutien financier concernant les frais des funérailles. Le 26 juillet 2017, le parquet Centro Norte de Santiago requiert une peine de prison de minimum 20 ans à l'encontre d'Edwin Vázquez Ortiz. L'homme s'étant rendu de lui-même à la police et ayant avoué son crime, l'avocat de la défense demande à ce que la peine soit moindre. Il souhaite une condamnation inférieure à 8 ans. Bon, je pense qu'il a un petit peu fumé quand même. 8 ans pour ce qu'il a fait là, c'est totalement absurde. Et le pire, c'est que la cour prend en compte cette demande. Moi, j'aurais rigolé suite à cette demande. 8 ans 8 ans. Enfin bref. Le tribunal reconnaît que l'accusé a coopéré avec la police et le fait qu'il n'ait pas de casier judiciaire joue en sa faveur. Edwin Vázquez Ortiz est condamné à une peine de 14 ans de prison. Le crime reconnu comme un féminicide a permis que la sentence soit plus importante qu'un homicide, qui lui aurait valu 5 ans de prison seulement. 5 ans, 14 ans, mais c'est des dingos. C'est une énorme blague. De se dire que ce monstre pourra encore bouger dans nos rues, c'est juste absurde. Et si dans 14 ans vous visitez le Chili, bonne chance. Imagine, tu le recroises dans la rue. Qui te dit qu'il va pas péter un câble, sérieux? Je vous jure, les peines raccourcies à ce point, ça fait peur, surtout pour ce genre de crime. Et ici, je rappelle que ce n'était pas une personne inconnue, mais sa fiancée, une jeune femme qui avait tout quitté pour lui. La famille Aguirre Acevedo ne parvient pas à se remettre de la mort de Juliana. S'ils acceptent la décision de la justice, les proches espéraient une peine plus lourde. Et tu m'étonnes, là c'est du foutage de gueule. Juliana a été la 10e victime de féminicide recensée au Chili pour l'année 2016. Et c'est ainsi que termine son histoire. Notre histoire prend place au Canada, ce grand pays gorgé de magnifiques cours d'eau habillés de vastes forêts denses. Parmi les habitants de ce pays, on compte de nombreuses communautés autochtones, aussi appelées les Premières Nations. Ils possèdent un riche bagage culturel qui s'est dessiné depuis des siècles. Nous pouvons les rencontrer dans toutes les provinces du Canada. Et ce qui est beau, c'est de voir à quel point ils sont fiers et attachés à leurs coutumes. Bon, parfois c'est pas forcément bon les anciennes coutumes. N'oubliez pas les histoires sur les crimes d'honneur par exemple. Bref, si je vous partage cette information, c'est que Serena McKay, surnommée Serenity, fait partie de l'une des 63 communautés autochtones que l'on dénombre dans la province du Manitoba. La jeune fille va naître au sein même de la capitale de la province, soit exactement à Winnipeg le 30 septembre 1997. Ici, peu de détails sont connus concernant l'enfance de Serena. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais la nommer par Serenity
tout le long de l'histoire. Il s'agit d'un surnom qu'elle s'est fait attribuer, et elle tenait beaucoup qu'on l'appelle par ce surnom. On sait cependant qu'elle était plutôt bien entourée. Elle grandit dans la ville de Winnipeg auprès de sa mère, Dolores Daniel. Il y avait aussi son père, Harvey McKay, ses 3 frères, Joshua, Alexander et Jonathan, ainsi que sa sœur Michelle. Selon les sources, nous pouvons cependant déduire que les parents de Serenity se seraient séparés, puisque sa mère Dolores s'est remise en couple avec un certain Roland Mousseau, qui est par la suite logiquement devenu le beau-père de Serenity. On ne sait pas exactement à quel moment cette nouvelle union a eu lieu. Entre-temps, Serenity va également s'intégrer au sein de diverses communautés. Elle va côtoyer les Premières Nations de la Pine Creek, George Gordon et Peggy. Et je le rappelle, les Premières Nations, ce sont des gens qui ont pour ancêtres des autochtones. C'est important de le préciser afin de bien comprendre l'histoire. Et pour info, la communauté Peggy, la dernière que j'ai citée, elle comprenait le plus grand nombre de membres des Premières Nations au Manitoba. Au cours de son adolescence, Serenity va faire ses études à la Sackking Anishinaabe High School. Et au moment de cette affaire, elle allait bientôt obtenir son diplôme, après sa 12e année d'études. En d'autres termes, Serenity était une adolescente heureuse et studieuse. Elle était épanouie et menait une vie parfaitement normale, entourée par sa famille et sa communauté. On ne sait pas quelle profession Serenity avait en tête précisément, mais il est plutôt normal qu'au stade de l'adolescence, on est encore à la recherche de qui nous sommes, et on ne sait pas forcément ce qu'on fera plus tard dans la vie d'adulte. Et c'est vrai ça, on ne sait jamais ce qu'on va devenir dans la vie. Et quand j'étais petit, mais je rêvais de trucs, mais c'était complètement farfelu. Il y avait la maîtresse, on les appelait comme ça à l'époque, la maîtresse qui nous disait « Qu'est-ce que vous feriez plus tard ?» Et bah t'as moi qui réponds « Garde du corps ». Garde du corps. J'étais tout petit, en train de jouer à la Game Boy et je te réponds garde du corps. Je sais pas ce que j'avais en tête à ce moment précis, mais ouais, complètement farfelu. T'en as qui rêvaient d'être astronaute, médecin, pompier, mais non, t'as moi qui voulais être garde du corps. What? Tout ça pour vous dire que ouais, on sait jamais ce qu'on va devenir plus tard. Si on m'avait dit que je serais youtubeur, moi je t'aurais pas cru. Bref, chaque chose en son temps, comme on le dit si bien. Et elle avait le temps de choisir ce qu'elle ferait plus tard. Enfin bon, quand on regarde Serenity, ça avait l'air d'une personne totalement normale et sans problème. On est donc en droit de se demander quel genre d'individu s'en prendrait à une jeune fille amicale, sociable et encore dans ses études. Elle avait plein de projets et ça semblait si prometteur. Alors qui va lui vouloir du mal ? Sans plus attendre, découvrons ensemble que s'est-il passé lors d'un tragique soir d'avril 2017. Au moment des faits, Serenity se trouvait dans la Sackking First Nation. C'est une nation autochtone située à environ 100 km de Winnipeg, sa ville natale. On ne sait pas exactement la raison pour laquelle Serenity se trouvait à cet endroit, mais il est possible qu'elle souhaitait tout simplement passer du bon temps avec des amis ou des proches. Ici, il est important de spécifier avant toute chose que cette nation est tristement réputée pour être le lieu de nombreux crimes et disparitions, et la plupart des victimes concernées sont majoritairement des femmes autochtones. C'est un problème qui apparemment perdure depuis des années, et dans la plupart des cas, les victimes portées disparues n'ont jamais été retrouvées. On reviendra un peu plus tard sur ce sujet, mais de nombreux membres de cette nation luttent en permanence pour que ce genre de tragédie cesse au plus vite. Avec tout cet historique, ça ne présageait rien de bon pour la pauvre Serenity. À partir de là, le déroulement de la soirée ne sera pas très clair. Serenity et les autres adolescents avec qui elle se trouvait à ce moment et qui ont été témoins des faits qui vont suivre n'ont pas été en mesure de rapporter de manière précise tous les détails du moment. En effet, on raconte qu'à ce moment, Serenity et les autres adolescents avaient consommé de fortes doses d'alcool. Ils étaient complètement bourrés, éclatés. Et tout ça pourrait expliquer l'amnésie des témoins et des impliqués dans la suite de l'affaire. Mais ici, ne jugeons pas Serenity. Après tout, elle était jeune, elle voulait s'amuser, faire la fête avec des individus qui étaient en sa présence. Certes, l'alcool peut être responsable de divers dangers lorsque consommé par excès. C'est pourquoi il faut toujours faire attention et être raisonnable. Probablement que certains d'entre vous ont une fois expérimenté les effets d'une forte dose d'alcool. Et cela ne fait pas de vous pour autant une mauvaise personne. Le plus souvent, après avoir consommé lors d'une soirée un peu trop arrosée, on tente d'éviter que cela se reproduise. Ici, on ne sait pas si Serenity avait l'habitude de consommer de l'alcool régulièrement. Peut-être qu'il s'agissait d'un événement isolé. Ça, on ne le sait pas. Mais dans tous les cas, je vous le demande et j'insiste de ne pas la juger. Parce que l'alcool, c'est un fléau vraiment terrible. Faut pas oublier que c'est une maladie qui doit être prise très au sérieux.
tout comme l'anxiété et la dépression par exemple. Les gens qui sont atteints d'alcoolisme méritent du soutien et des soins appropriés, mais en aucun cas des jugements sévères ou toute autre forme de dénigrement. Enfin ici je tiens à être clair, je ne suis pas du tout en train d'affirmer que Serenity souffrait d'alcoolisme, mais même si c'était le cas, ça ferait pas d'elle une mauvaise personne pour autant, et ça ne justifierait aucunement les atrocités qu'elle s'apprête à subir. Bref, pour résumer, la seule chose qui a bien été documentée dans cette affaire, lors de cette soirée, c'est la manière dont celle-ci s'est tragiquement terminée. Et pourquoi, vous allez me dire? Eh bien c'est très simple. Eh bien tout simplement parce qu'elle a été filmée à l'aide d'un téléphone portable par l'un de ses agresseurs, puis partagée sur Facebook. Cette vidéo révèle une scène des plus sordides, dans laquelle on aperçoit la pauvre Serenity affalée sur le sol glacial d'Avril. Elle était non loin des habitations de la nation Saking, tandis qu'un groupe d'adolescents s'acharne sur elle, lui affligeant de sévères coups de pied à la tête. On raconte également que l'un ou l'une de ses assaillants lui ont piétiné la tête avec de grosses bottes. Imaginez la scène, elle ne pouvait strictement rien faire seule. Au cours de cette agression, on pouvait entendre Serenity implorer ses agresseurs de l'épargner, tout en leur disant qu'elle est désolée. Et ici, on ne sait pas pourquoi elle dit qu'elle est désolée. On n'a pas du tout le motif de ses excuses. Est-ce que c'était pour une dispute ou un désaccord? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, rien ne justifie ces actes aussi cruels. Dans cette vidéo, on peut également entendre une voix féminine menacer Serenity en lui disant les choses suivantes. « Si tu parles et que tu envoies qui que ce soit contre moi, je vais te tuer. Putain, je vais te tuer moi-même !» On ne sait pas combien de jeunes étaient présents et combien ont assisté ou participé à ce crime odieux. Mais dans la vidéo, on peut entendre à la fois des voix masculines et féminines. La vidéo a été publiée sur Facebook et il en existe deux versions. La première est une version courte et la deuxième une version longue. Apparemment, le directeur de l'école que fréquentait Serenity, Claude Guimond, aurait aperçu la vidéo et l'aurait immédiatement signalée. Il voulait qu'on la retire immédiatement des réseaux sociaux, tout en informant la police de l'existence de ce contenu horrible. Malheureusement, il a fallu 3 jours pour que la vidéo soit totalement bannie de Facebook. Imaginez, 3 jours, c'est énorme. Il était à ce moment très facile de tomber sur ce genre de contenu. Et Dieu sait à quel point nombreux sont les gens qui ont été choqués, mais également traumatisés par ce qu'ils ont vu. Apparemment, le partage sur les réseaux sociaux de ce genre de contenu en tant que tel ne serait pas illégal en soi, à la condition que les personnes ayant filmé le tout viennent manifestement en aide à la victime, chose qui n'a pas du tout été le cas ici. Les bourreaux de Serenity ont pris un plaisir tellement malsain à filmer la scène. Ils l'ont tabassée, filmée et laissée pour morte sur le lieu. La version courte de la vidéo aurait été signalée à Facebook par le chef de la nation Saking, Derek Anderson, tandis que la version longue aurait été signalée par la CBC News après avoir également émis un nouveau signalement à la RCMP, la police canadienne. Selon CBC News, la vidéo, malgré le signalement, est restée en ligne et accessible au public pendant 4 heures avant d'être définitivement retirée le 26 avril. Soit 3 jours après la découverte du corps de Serenity et la publication de la vidéo. Malheureusement, personne ne peut garantir qu'il en existe encore des copies, des vidéos sauvegardées qui risquent d'être encore diffusées. Serenity a été rapidement portée disparue à la suite de cette triste soirée. On ne sait pas si elle est morte le 22 avril ou le soir même de son agression, le 23 avril. Mais apparemment, la cause du décès serait principalement l'hypothermie, puisque visiblement trop blessée et alcoolisée pour aller chercher de l'aide, elle était inconsciente là où ses assaillants l'auraient laissée. De plus, on dénombre 67 blessures sévères sur tout le corps. Et un autre détail choquant montre un indécent manque de remords. L'une des assaillantes aurait même envoyé un Snapchat à ses proches en mode selfie. Elle s'est pris en photo le visage couvert de sang tout en écrivant le message « Just chilling », ce qui signifie en gros « on est juste en train de s'amuser ». Ils viennent de tabasser une pauvre femme et elle dit qu'ils viennent de s'amuser. N'importe quoi. Faut imaginer la soirée, les assaillants étaient complètement barjots. Cette même jeune femme aurait également spécifié que Serenity saignait beaucoup, que son nez était cassé, mais qu'elle était tout de même en mesure de marcher. Mais quoi qu'il en soit, Serenity finit par décéder à la suite de cette agression. Une autre de ses assaillantes paniquée écrit à l'un de ses amis le message suivant. « Elle a été trouvée morte. Promets-moi que lorsque je t'ai dit que nous nous sommes battus, ce n'était rien de grave. Son nez saignait beaucoup, je suis terrifié. S'il te plaît, promets-moi que tu ne leur diras pas que je l'ai battue à mort. S'il te plaît mon frère, dis qu'après qu'on ait fermé la porte, elle est juste partie. » Ici on comprend que la personne à qui elle s'adressait aurait été au moins témoin de la scène, ou bien mis au courant de cet événement,
Mais rien n'indique que cet adolescent était directement impliqué dans le drame. Lors de la découverte du corps, la police n'aurait pas immédiatement reconnu l'identité de la victime. Mais des habitants du coin, eux, l'auraient immédiatement reconnu. Peu de temps après, les résultats tombent. Il s'agissait bien de Serenity. En examinant la vidéo de plus près, nous pouvons comprendre que les principaux responsables de cette agression sont deux adolescentes. Ces deux jeunes femmes, âgées respectivement de 16 à 17 ans, ont par la suite été interpellées. Elles ont été arrêtées juste après la découverte du corps de la pauvre Serenity, qui a été lâchement abandonnée sur les lieux du crime. Comme les deux criminels étaient mineurs au moment des faits, leur identité n'a pas été révélée. On sait cependant qu'elles fréquentaient la même école que Serenity selon les sources. Mais dans tous les cas, il est à présent plus que temps que ces jeunes femmes responsables du meurtre de la pauvre Serenity doivent répondre de leurs actes. À la suite de leur arrestation, les deux principales concernées ont choisi de plaider coupables de meurtre au second degré. Et ici, nous sommes exactement le 1er mai 2017. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, on ne sait jamais, le meurtre au second degré consiste en un meurtre non prémédité et sans propos délibéré suggérant qu'un tel acte serait éventuellement commis et planifié. Par ailleurs, on sait que les deux accusés ont demandé de l'aide psychologique suite à cet événement, mais pas que. Leurs avocats ont également fait cette demande, sans doute dans le but de comprendre pourquoi ces deux jeunes femmes ont été capables de telles atrocités. Dans tous les cas, la justice a priori demandé que les deux criminels soient jugés en tant qu'adultes malgré leur jeune âge. Étant donné la gravité du crime commis, c'était la moindre des choses. En effet, si elles étaient jugées en tant que mineures, les deux jeunes femmes n'auraient eu maximum que 3 ans de prison, chose que de nombreuses personnes jugeaient comme étant une peine trop indulgente. Selon les sources, la plus jeune parmi les deux criminels a déclaré la chose suivante. « Je suis une jeune personne qui a paniqué ». Elle sous-entendait qu'elle n'était pas pleinement consciente de ses actes et qu'elle devait être jugée en tant que mineure pour cette raison. Ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais apparemment on dit que notre cerveau est totalement fonctionnel en moyenne qu'à partir de l'âge de 25 ans à 30 ans. Est-ce qu'on devrait accorder le bénéfice du doute à cette personne parce qu'elle était adolescente? C'est la question que je vous pose. Cette jeune femme aurait éprouvé et communiqué de forts remords concernant le crime qu'elle a commis. Dites-moi aussi si vous croyez au pardon. Est-ce que des criminels ont le droit à une seconde chance? Ici, je suis curieux d'avoir vos retours dans les commentaires. Pendant ce temps, la justice canadienne a choisi de séparer les deux coupables, et la plus âgée s'est retrouvée au Manitoba Youth Center, tandis que la plus jeune se situait à un centre correctionnel pour mineurs. Or, le 26 mai 2017, la plus âgée des deux coupables a comparu à la Manitoba provinciale cour et à l'issue du procès, elle sera condamnée à 1 an et 11 mois de prison, en plus de 3 ans et 4 mois. Elle voulait tenter de réintégrer la société, mais sa requête fut refusée. Elle a été redirigée au Women Correctional Center, le juge en question ayant décidé qu'elle ne présentait pas de signes démontrant qu'elle était prête à réintégrer la société. Et tout ça parce qu'elle refusait toute aide psychologique et médicaments. Dans le cas de la coupable plus jeune, elle fut placée à la Winnipeg Youth Court. Elle plaidait toujours coupable pour les atrocités qu'elle a commises et montrait de lourds remords à ce sujet. Bien évidemment, les deux coupables n'avaient toujours aucune autorisation d'entrer en contact l'une avec l'autre durant leur sentence. Pour info, après la découverte du corps de Serenity, et avant même que son identité soit confirmée, un membre de la nation Saking, qui est en réalité une femme, ayant précédemment vécu une tragédie similaire, a immédiatement réagi à la suite de cette triste découverte. Elle avait également perdu sa fille dans un contexte similaire au même endroit. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la nation Saking est tristement réputée pour recenser de nombreux cas de disparition ou de meurtre de femmes autochtones. Or, après la découverte du corps de Serenity, une veillée aux chandelles a été organisée pour rendre hommage à cette pauvre jeune femme, cette pauvre Serenity qui a subitement perdu la vie. Cette veillée a aussi permis de commémorer toutes les disparitions de jeunes femmes autochtones dans cette région. Et j'espère sincèrement que cette problématique se réglera parce que c'est hyper flippant. 2 personnes qui disparaissent comme ça, sans aucune raison, c'est quoi ce bordel? On se croirait dans un mauvais film où il se passe plein de trucs bizarres dans certains villages. Je sais pas, mais je trouve ça super flippant. Et des cas de disparition un peu étranges comme ça, il en existe partout dans le monde. Bref, au moment de son décès, Serenity n'était âgée que de seulement 19 ans. Seulement 19 ans. Elle avait toute la vie devant elle, mais sa vie lui sera arrachée. Ses funérailles ont eu lieu à la Westwood Church à Winnipeg, et ce le 1er mai 2017. Par la suite, en 2018,
La famille de Serenity, ainsi que de nombreux locaux, se sont réunis face à la cour législative de Winnipeg. Ils étaient là pour protester contre les peines qui ont été décidées pour les 2 responsables du meurtre de Serenity. La famille, les amis et tous ceux au courant de cette affaire, tout le monde trouvait que les peines étaient trop peu sévères. La mère de Serenity, Dolores, toujours atrocement bouleversée par la perte de sa fille, a également évoqué qu'il était urgent de remédier à ce genre de crime commis envers les femmes autochtones. Aujourd'hui, elle ne cesse de se battre pour défendre les femmes de Winnipeg. Ainsi se termine la tragique et triste histoire de Serenity McKay. Dans ce genre d'affaires, je peux pas m'empêcher de penser aux parents et à la famille de la victime. J'ose pas imaginer la tristesse quand ils ont appris cette tragique nouvelle. Perdre un proche, c'est un événement que je souhaite à personne et surtout dans ce genre de circonstances. Une veillée aux chandelles a été organisée après la découverte du corps de Serenity à l'école qu'elle fréquentait. Ils ont aussi organisé une cérémonie spéciale afin de rendre hommage à la défunte étudiante. Lors de la remise des diplômes à l'école que fréquentait Serenity, un siège lui a été réservé, avec la tenue officielle des étudiants gradués, en plus de son diplôme qu'elle aurait bien mérité. De plus, cette même école aurait créé un programme de bourse en son nom afin de l'honorer. Par ailleurs, de nombreux résidents locaux se sont réunis afin de marcher et chanter en l'honneur de Serenity. Cette histoire fait beaucoup de peine. Elle est morte tellement jeune. Tout ça lors d'une soirée qui va très mal finir. C'est là que tu vois à quel point la vie peut basculer du jour au lendemain. On pense être à l'abri, passer une soirée tranquille, mais tu le sais pas, mais ça sera la dernière de ta vie. Putain, ce que je dis c'est flippant, mais c'est tellement vrai. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. On a beau prévoir, faire attention, éviter les problèmes, mais quand ça tombe dessus, ça fait très mal. Et malheureusement, ce sera le cas pour Serenity, et elle subira un destin tragique. Merci à vous de m'avoir écouté, et j'attends vos avis concernant cette histoire dans les commentaires. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de partager de bons moments ensemble et de découvrir toutes ces histoires. J'espère que vous vous portez bien, que la santé est parfaite. Franchement, j'espère que tout va bien dans votre vie. Sur ce, prenez bien soin de vous, profitez, faites attention surtout après ce qu'on vient de voir. La vie est courte, donc je vais me faire un bon truc gras à manger ce soir. Quitte à profiter, je vais profiter aussi sur la bouffe. Ouais, je suis vraiment timbré. Bref, j'arrête avec mon gros ventre là, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mokota.